Salut à tous, bienvenue chez 11e art, les previews continuent avec aujourd'hui le groupe C et pour m'accompagner je suis à côté d'un sœur plutôt, Tom Abadi. Tom, première preview avec nous là. Ouais, bah du coup, j'avais fait Tom Williams pour le premier jour, mais ouais, c'est la première où je suis présent dans le studio, on va dire. Alors raconte-nous comment ça monte doucement là. Je sais qu'avec Val on s'en parlait pour le groupe A, on n'a pas du tout l'effet Coupe du Monde. Toi tu te sens comment? Bah pas encore tout à fait, c'est vrai que l'album Panini en ligne, ça fait pas monter l'excitation non plus, donc va bien falloir trouver quelque chose d'ici dimanche prochain. Donc et puis bon, l'Équateur-Qatar, va falloir le suivre, hein. T'en as eu lointain ou t'en as eu plus près, on va dire. Ouais, c'est vrai que ça va être dur de s'emballer sur le premier match, mais écoute, il y a plein de surprises sur cette compète et dans le groupe C notamment. Alors, on va commencer tout de suite avec l'Argentine. L'Argentine, c'est évidemment pas une surprise. Là, on parle d'un gros favori pour le titre. C'est très certainement la dernière Coupe du Monde de Léo Messi. Et t'es allé à la rencontre de Raphaël du média Los Hinchas. Et fais-moi rêver, Tom. Est-ce qu'il t'a assuré que c'était la bonne pour Léo cette année? Bah écoute, c'est pas tellement lui qui a dit que ce serait nécessairement une victoire finale, mais il a dit que le peuple, en tout cas, attend que ça, et que va falloir vraiment cravacher et se dépasser, mais c'est sûr qu'ils ont une très très bonne équipe. Eh ben, on écoute. Bonjour tous, et aujourd'hui on est rejoint par Raphaël, qui est podcasteur notamment, et puis journaliste, que ce soit pour les Inchas et d'autres médias. Comment ça va, Raphaël? Bah salut Tom, bonjour à tous, ça va, merci beaucoup. Et toi, ça va? Ça va très bien. Écoute, on enchaîne un peu les épisodes et les chroniques, mais on est ravis de parler de ce mondial, de parler avec des spécialistes comme tu es de l'Argentine aujourd'hui. Une sélection qui fait partie des favoris. On en parlera un petit peu dans cette chronique. On va démarrer avec la question évidente. Au-delà de la Copa América qu'ils ont gagnée, quel est l'état de forme de l'Argentine depuis quelques mois? Bah, je pense que sincèrement, c'est facile à dire parce que l'Argentine, elle est en état de grâce actuellement. Il y a cette série de 35 ou 36 matchs sans défaite, qui est une série toujours en cours et qui a commencé après la demi-finale perdue de Copa América 2019. Donc voilà, ça fait 3 ans maintenant que l'Argentine n'a pas perdu. Alors, faut évidemment relativiser parce que voilà, quand on regarde un petit peu la qualité des adversaires en face, c'est pas toujours non plus, on n'est pas toujours dans le top 20 mondial, mais néanmoins, je pense que c'est une série qui est respectable parce qu'il faut la faire. Et puis en plus, entre-temps, il y a quand même eu la Copa América et le mérite de ne pas avoir perdu en Copa América, en plus, ça rajoute un petit peu de crédit à cette série. Donc je pense que on est peut-être sur une des meilleures Argentines pré-mondiales de l'histoire en tout cas. Ouais, je pense que c'est assez évident que l'Argentine a été, même si voilà, il y a cette grande série d'invincibilité qui commence à faire parler beaucoup autour du monde, notamment quand on parle des favoris pour la compétition, mais on a quand même l'impression qu'en France, notamment, ça a été un peu mis sous le radar, c'est-à-dire que c'est presque normal pour l'Argentine de continuer cette série, mais il faut quand même se dire qu'il y a eu des amicaux, notamment contre l'Allemagne, qu'il y a eu cette finalissima contre l'Italie à Wembley il y a quelques mois. Et puis évidemment, bah, la Copa, ça faisait très longtemps que l'Argentine ne l'avait pas gagnée, et a été gagnée contre le Brésil en finale, quoi. C'est quand même assez impressionnant. C'est ça, hein, il y a eu cette disette si je dis pas de bêtises, de 29 ans. C'est 1993 la dernière. Donc, pardon, ta Copa América, donc de 28 ans, pardon. Donc, effectivement, c'était quelque chose d'inattendu. Puis, il faut savoir que 6 mois auparavant, on a le décès de Diego Maradona, qui était clairement le symbole de l'Argentine footballistique et même au-delà. Donc il y a eu tous ces enchaînements qui ont fait que à l'orée de la Copa América, en fait, il y a eu une espèce de prise de conscience collective, j'ai l'impression, avec Scaloni, donc du coup le sélectionneur qui a réussi vraiment à fédérer un énorme groupe autour de lui et qui s'est trouvé aussi des soldats dans son 11. On peut penser à Dibu Martinez, le gardien d'Aston Villa, on peut penser à Cuti Romero,
le défenseur de Tottenham. Et puis il y avait aussi les tauliers évidents qui étaient déjà là en place depuis quelques années. Il y avait Paredes, il y avait Di Maria, il y avait Messi. Et donc du coup, je pense que c'est vraiment depuis la Copa América remportée qu'il y a vraiment eu une impulsion énorme et qu'on a commencé à faire de l'Argentine un favori pour le mondial. Et puis comme tu l'as dit, après il y a eu donc la continuité de cette série d'invincibilité et, euh, et puis cette finalissime a gagné contre l'Italie. On espère que ça ira au bout. Voilà, ben, on parlera des objectifs après, mais on peut toucher un peu plus sur l'homme que tu viens de mentionner, Monsieur Scaloni, qui était, bah, t'en parleras mieux que moi, mais un joueur assez lambda, un joueur qui a eu une carrière solide en Espagne notamment, et qui est venu remplacer Sampaoli à la tête de la sélection après la défaite contre la France en 2018. Parle-nous-en un petit peu de ce Scaloni. Bah oui, alors comme tu l'as dit, donc du coup c'était un joueur très honnête qui a eu une très belle carrière, notamment en Espagne, au Deportivo La Corogne, où il a joué presque, presque 260 matchs, je crois. Et il a joué aussi à l'Atalanta Bergame, il a joué un petit peu à West Ham, voilà. Et il a eu une petite carrière, il a eu 7 sélections en équipe d'Argentine. Et je pense que oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, son passage en tant que sélectionneur est beaucoup plus marquant que celui en tant que joueur, du coup. Faut être honnête. Et c'est quelqu'un en fait qui faisait partie du staff de Sampaoli durant la Coupe du Monde 2018 et ça a été le seul membre du staff qui n'est pas parti. Et en fait, ça, comment dire, ça a eu un effet au pays un peu particulier dans le sens où il existe, comme dans beaucoup d'autres pays, un accord un petit peu tacite qui veut que quand un entraîneur se fait licencier ou quand un entraîneur part, donc Sampaoli à l'époque en l'occurrence, euh, la loi tacite veut que tout son staff parte en même temps avec lui. Et donc du coup, ça a été très mal vu que lui ne parte pas justement d'Argentine, parce qu'il entretient d'excellentes relations avec le président de la fédération, qui est le Chiqui Tapia. Et donc du coup, ça a été extrêmement mal vu. Dans les médias, il y a eu une grande campagne de dénigrement sur son cas, notamment quand il a pris les rênes de la sélection. Il a été mis là un petit peu comme intérim au début, voilà, parce que l'Argentine, on va pas se mentir, la fédération avait pas beaucoup d'argent à cette époque-là. Il fallait trouver un intérimaire en attendant de pouvoir trouver un vrai coach capable d'impulser un nouveau projet à l'Argentine. Et puis finalement, les résultats ont commencé à suivre. Il a été confirmé dans ses fonctions. Il y a eu donc du coup cette première Copa América 2019 qui a été très moyenne, on va pas se mentir pour l'Argentine. C'est un petit peu un miracle qu'elle arrive jusqu'en demi-finale et qu'elle se fasse sortir par le Chili, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et puis il y a eu vraiment un tournant, c'est la fin d'année 2020 et l'année 2021 où Scaloni a réussi vraiment à fédérer un groupe, même un groupe élargi de, on va dire, allez, 35 joueurs à peu près dans ces eaux-là. Et puis bah, c'est ce qui a amené du coup à cette victoire en Copa América. Et aujourd'hui, je pense que son image en Argentine et sa cote de popularité, elle a jamais été aussi haute, quoi. Tout le monde veut monter dans ce qu'ils appellent la Scaloneta, c'est-à-dire une sorte de bus un petit peu imaginaire où Lionel Scaloni conduit ces 26 joueurs qu'il a sélectionnés pour le mondial, plus les 45 millions d'Argentins, et il les conduit tous vers la victoire finale. Voilà, je pense que ça résume un petit peu l'état d'esprit dans lequel se trouvent les Argentins. Voilà, c'est un fédérateur qui entraîne très bien, qui avait quand même déjà un groupe de très grande qualité, un groupe qui s'améliore. Hein. Faut pas se cacher sur le fait que notamment la finale 2014, par exemple, on ne sait pas trop comment elle est arrivée, vu l'effectif quand on le regarde aujourd'hui. L'effectif est meilleur aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'il a su les mettre dans les meilleures dispositions. Lionel Messi, on va en parler. Évidemment, il a annoncé que ce serait sa dernière Coupe du Monde. C'est l'occasion ou jamais, on a l'impression. Et comment est-ce que le pays voit Messi aujourd'hui? Est-ce qu'il le voit comme le leader incontestable qui va les mener à la victoire finale? Oui, oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand je te parlais tout à l'heure de la Scaloneta et de ce fameux bus imaginaire, évidemment, la personne qui est représentée toujours à côté de Lionel Scaloni en tant que co-chauffeur, c'est Lionel Messi. Voilà. Je pense que pareil, ça traduit bien aujourd'hui ce qui passe dans la tête des Argentins, c'est-à-dire que vraiment, la personne qui va emmener l'Argentine à sa troisième étoile, ce sera Lionel Messi. Alors, ce qui est très intéressant chez Messi quand même, c'est que il a le, sa cote de popularité fluctue en même temps que celle de l'Argentine. C'est-à-dire que quand il y a eu ses échecs en 2015 et en 2016 en Copa América, Lionel Messi avait
pris une première fois sa retraite internationale et c'était très mal passé. Quand il est revenu, il y a eu une sorte de désamour de l'Argentine pour son joueur, qui a été traité de pecho frio, donc de poule mouillée, grosso modo. Il a été un petit peu traité de tous les noms. Voilà, on en voulait. Il y a même des gens à la télé qui expliquaient qu'ils ne voulaient plus Messi en sélection. Et donc, il y a ces années un petit peu particulières, là, on va dire, entre donc 2014, 2015, 2016, 2017, où Messi, la cote de popularité de Messi est toujours excellente en Argentine, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour se dire ah, et si finalement, c'était pas un peu une poule mouillée, qui n'avait pas l'aura de Diego, que le 10 lui pesait beaucoup trop finalement sur les épaules. Et puis, il y a eu l'arrivée de Scaloni, et en fait, les bons résultats de la sélection, couplés retour à un excellent niveau de jeu Lionel Messi, ont fait qu'il est redevenu le chouchou des supporters. Et puis, il y a eu cette Copa América où en fait, on l'a tous ressenti comme ça, c'est-à-dire Diego Maradona mort depuis un petit peu plus de 6 mois, Messi qui gagne la Coupe du Monde. Comment ne pas y voir un petit peu cette main divine ou cette main du destin, voilà, chacun se fera son idée là-dessus. Et puis voilà, le sentiment aussi d'avoir réussi à transmettre cette filiation sportive, entre parenthèses, en se disant Maradona avait gagné quelque chose, je suis censé, selon tous les médias, être son digne héritier. Et moi aussi, ça y est, c'est bon, j'ai remporté un titre majeur avec l'Argentine. Voilà. Ouais, c'était un peu l'achèvement enfin de la dynastie Messi, c'était de enfin gagner cette C'est Copa, ça. alors qu'il avait eu beaucoup d'échecs avant. T'en parles très bien, c'est que une Argentine qui va pas en demi-finale d'une Coupe du Monde, c'est un échec. Euh, Historiquement, il y en a quand même eu pas mal de ces demi-finales, même s'il n'y a que 2 titres finaux. Il y a évidemment la finale 2014, etc. Qu'est-ce que le pays attend aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose que le titre qui peut être accepté comme une Coupe du Monde réussie? Franchement, je vais être très honnête. Je pense que ce qui sera considéré comme une Coupe du Monde réussie, non, c'est bien un titre final. Aujourd'hui, on a une Argentine qui est extrêmement compétitive. Alors, ça ne veut pas dire que elle souffre pas de certains défauts, hein, on va pas en parler aujourd'hui, mais cette Argentine a des défauts, on va pas se mentir. Mais c'est l'un des groupes les plus forts qu'a eu l'Argentine. Scaloni a su créer un groupe très très fort, a eu des ajouts aussi un petit peu, alors qui étaient à la base des ajouts un petit peu de dernière minute l'an dernier avant la Copa América, quand il a testé Romero, quand il a testé Martinez, encore une fois. Mais voilà, intrinsèquement, c'est vraiment l'un des groupes les plus forts. Le moral est au beau fixe, et en fait, tout le monde s'imagine à ce que l'Argentine soulève le titre, et j'ai envie de te dire que c'est assez normal parce que si on regarde un petit peu tout ce qui se passe depuis ces dernières années, c'est logique. Ouais, en plus, c'est un pays, on le sait tous, qui est fada de foot, hein, on le sait, hein, les super classicos, les clubs un peu partout, la population qui, en gros, pour faire dans les grands chiffres, à 80% ou 90% sont tous fans d'un club. C'est absolument énorme la culture foot là-bas. Mais il y a quand même un élément à prendre en compte, en dehors peut-être du foot, mais qui était évidemment très considéré dans cette Coupe du Monde un peu particulière au Qatar. C'est cette approche du pays versus la Coupe du Monde de Qatar, mais versus celle de 78 en Argentine lors de la dictature qui avait provoqué un vrai mouvement de boycott en France. Comment est-ce que les Argentins voient cette Coupe du Monde? Pour être très honnête, pardon, c'est un débat qui n'a pas réellement lieu en Argentine. Enfin, en tout cas, moi, je le vois très très peu passer, donc je vais vraiment parler pour moi là-dessus, mais je le vois très très peu passer, que ce soit dans les médias généralistes comme La Nación, comme Clarín, comme tous ces journaux-là, voilà. Ou même dans les journaux sportifs, Olé, ESPN, TIC, tous ces journaux-là n'en parlent pas. Et c'est un débat qui se pose pas trop parce que, bon, bah déjà pour eux, le Qatar, je pense sincèrement que c'était pas le pays le plus connu avant l'élection du pays organisateur. Et puis, comme tu l'as justement dit, l'Argentine, c'est déjà un pays qui est bardé de problèmes. Et ça dure depuis des années. Voilà, depuis une vingtaine d'années, on sait que l'Argentine est entrée
dans une profonde récession, il y a de l'hyperinflation, il y a un taux de chômage qui explose, il y a presque 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, qui est un taux qui a été rarement atteint. Je crois que la dernière fois, c'était aux alentours de 2002, donc 6 mois après la crise de 2001. Et déjà en 2001, à l'époque, c'était la moitié de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté. Voilà, il y a des crises alimentaires, il y a des gens qui n'ont même pas d'argent pour acheter à manger, il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire le lendemain. Donc si tu veux, toutes les questions liées à l'environnement, liées aux morts qu'il y a eu sur les chantiers, malheureusement toutes ces questions sociales et qu'il est important de se poser, hein, c'est logique. Ça n'existe pas en Argentine, ou ça existe très très peu. Voilà, on va être peut-être chez des gens qui ont plus le temps, voilà, de penser à ça. Donc ce débat, il n'existe pas trop. Il existe par contre bien dans les instances, donc dans tout ce qui va être la fédération, puisque on a appris il n'y a pas très longtemps que le service, je sais plus si ça devait être service marketing ou bref, avait a sorti une sorte de guide à destination des touristes et des journalistes argentins qui se déplaceront au mondial, où il est conseillé de ne pas faire tel geste, ou de ne pas dire telle parole, ou de ne pas dire ça, voilà, pour voilà, bah après ça reste une sorte de guide, une marche à suivre un petit peu, voilà. Donc au moins, on sait que ce débat existe au sein de la fédération. Maintenant, c'est pas du tout représentatif du peuple. Ok, bah, écoute, c'est des enjeux évidemment, c'est dans une situation particulière en Argentine actuellement que ça peut peut-être même soulever le peuple de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Donc c'est tout ce qu'on souhaite à l'Argentine. Enfin, j'ai l'impression qu'on souhaite le meilleur à toutes les nations qu'on interviewe, mais c'est vrai que l'Argentine part quand même sur de très très bonnes bases. Merci beaucoup Raphaël de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et puis on te souhaite Bah merci à 11e art, merci à toi, merci pour l'invitation, c'est vraiment super sympa. voilà, et on souhaite évidemment à l'Argentine une très très bonne Coupe du Monde. Et il y a une possibilité de se retrouver avec l'équipe de France en huitième si jamais la France finit pas première. Donc Oui. il y a ce remake de 2018 qui pourra arriver. Ok, bah grosse pression sur les épaules des joueurs argentins. On pensait que la victoire en Copa América allait leur en enlever un peu, mais il y a une grosse attente derrière cette équipe et il faut dire il y a un sacré effectif. On a vraiment hâte de les voir. Je te propose qu'on continue et qu'on passe à... Bon, là, on n'est pas du tout sur le favori, on est plutôt sur l'équipe mystérieuse dont on ne sait pas du tout quoi attendre. C'est l'Arabie Saoudite. Pareil, Tom, tu es allé à la rencontre d'Abdoulaye Dramé du média de Caviar Magazine. Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette sélection? Qu'est-ce qui ressort? Je crois qu'ils ont fait une sorte de stage commando un peu en mode Qatar. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, généralement, ils sont bien organisés pour finir le championnat assez tôt, pour laisser les sélections se retrouver ensemble. Bon, voilà, j'ai découvert avec Abdoulaye que c'est Hervé Renard qui entraîne cette équipe, c'est à noter quand même, et qu'il a sélectionné que des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, et qui a un vrai projet de jeu. Donc, ça peut être vraiment une sélection très intéressante, qui, comme le Qatar, en fait, on ne sait pas grand-chose, donc... voilà, je vous propose de découvrir un peu plus avec Abdoulaye. Et bonjour à tous, on est rejoint aujourd'hui par Abdoulaye, qui est un ancien de l'équipe avec dernier défenseur. Comment tu vas, Abdoulaye? Ça va très bien, et toi? Bah, super, écoute, on va pouvoir parler de l'Arabie Mm. Saoudite aujourd'hui, une nation Mm. qui est évidemment un peu moins connue en France, et donc tu vas pouvoir nous faire découvrir Mm. un peu plus de leur dynamique, des joueurs, et puis les attentes dans ce tournoi. Donc on va démarrer tout de suite Ouais. avec un peu la dynamique de l'équipe. Qu'est-ce que ça donne Mm. depuis quelques mois en Arabie Saoudite? Bah, depuis quelques mois, on voit qu'Hervé Renard a vraiment fait un très beau boulot avec l'Arabie Saoudite. Bah, pour comparer avec 2018, là où il y avait une assez mauvaise dynamique et surtout beaucoup de problèmes autour de la sélection. Par exemple, il y avait des frictions entre la fédération saoudienne et Van Marwijk, l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite, notamment sur le fait qu'il ne voulait pas vivre en Arabie Saoudite alors que c'était le sélectionneur. Du coup, et je te laisse imaginer qu'ils l'ont pris pour un gros manque de respect. Ils l'avaient viré juste avant la Coupe du Monde.
Par contre, Hervé Renard, lui, c'est pas le cas. Lui, il a vraiment bossé avec pas mal de petites équipes, petites sélections. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là, du coup, plutôt exotique, quoi. Et il est venu s'installer en Arabie Saoudite. Il a redonné confiance aux joueurs. euh, et bah, tout simplement, on voit les résultats dans les phases éliminatoires de, de la Coupe du Monde, où ils finissent premiers dans la deuxième phase avec 6 victoires et 2 nuls. Puis dans la troisième phase, où il y avait quand même le Japon et l'Australie qui était vraiment pas mal. Ils font 7 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Donc toute la campagne de qualification, ça montre bien que dans le football asiatique, l'Arabie Saoudite, ils sont vraiment en place. Et que ce soit dans ça ou bien dans la Saudi Pro League, donc la compétition saoudienne, dans le sens où c'est Al Hilal qui détient le record de Ligue des champions asiatiques avec 4 titres. Ils sont le tenant du titre actuel. Et justement, le fait qu'Hervé Renard soit venu, qu'il ait décidé une première en 20 ans dans la sélection saoudienne, de seulement travailler avec des joueurs qui sont dans la Ligue saoudienne, déjà, ça redonne confiance aux joueurs, ça redonne confiance en la Ligue, qui montre que ce ne sont pas des touristes, que c'est une ligue compétitive qu'il faut miser dessus, qu'il faut miser sur les talents qui sont dedans. À l'instar de la fédération saoudienne qui n'avait pas trop confiance en ça. Et pour l'anecdote, en 2018, quand Van Marwijk a été viré, c'était un peu la panique. Il cherche un sélectionneur et il décide d'envoyer 9 joueurs en Liga dans un prêt de 6 mois, histoire de que certains cadres de la sélection s'imprègnent du jeu européen, de l'entraînement européen et d'avoir un peu de rythme. Sauf qu'en 6 mois, on n'apprend pas grand-chose. Et quand on voit par exemple Salem Al-Dosri qui est parti à Villarreal, un seul match joué, remplaçant contre le Real Madrid. Euh, Pas une performance fameuse, mais en même temps, on peut pas trop lui en vouloir, dans le sens où on le jette un peu dans ça. Et c'est ça qui a expliqué en partie la déroute de 2018. Mais encore une fois, avec l'arrivée d'Hervé Renard, euh, tout est sur une meilleure base, je dirais. Bah, justement, Hervé Renard, c'est évidemment un entraîneur qu'on Mm. connaît en France, notamment avec son passage à Lille. Mais on le connaît évidemment Mm. aussi pour ses succès en Afrique, notamment avec la Zambie et la Côte d'Ivoire, avec qui il a gagné la CAN. Euh, Mm. Qu'est-ce qu'il a changé? Évidemment, tu as parlé du choix de joueurs qui sont un peu plus locaux, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il Mm. a apporté? Quelle est la patte Hervé Renard dans l'équipe? Bah, premièrement, il leur a apporté une vraie identité de jeu, parce que avant en Arabie Saoudite, euh, quand on regarde la ligue, ça jouait beaucoup avec le physique. C'était un peu une championship pardon, avec deux, trois équipes de première ligue dedans. On passait beaucoup de la première boxe à l'autre et techniquement, avant l'arrivée des Européens, c'était pas vraiment ça. Lui, il est arrivé, il a regardé un peu l'état de la Saudi Pro League, il a vu ce que les joueurs européens avaient à peu près apporté au niveau technique, et il a regardé la technicité de ces joueurs. Il a pas mal de joueurs qui sortent du lot. Par exemple, Salam Al-Dosri, qui est l'ailier d'Al Hilal, franchement très fun de voir à jouer, bon techniquement, etc. Et il décide de s'appuyer sur ça. Donc il privilégie un jeu où on a la possession du ballon, un peu à l'espagnol, où on prend le temps un peu de chercher une opportunité de but. Et on essaye vraiment de créer un système où on ne dépend pas d'un seul joueur. Et ça, je pense que c'est très très important. Quand on regarde l'Arabie Saoudite, leur point fort, c'est vraiment le collectif. Chaque joueur, pardon, est très bien implanté dans le système. On ne compte pas sur le talent individuel de chacun. Et ils ont pas mal de liberté par rapport à ça. Donc, en ce qui concerne les consignes de base, quand ils sont dans un 4-2-3 ou un 4-3-3, on peut être sûr qu'à chaque remplacement, le joueur qui va rentrer sera capable de faire ce que le joueur sortant a fait. Au niveau de ça, Hervé Renard, vraiment valoriser le collectif et faire en sorte que chaque joueur soit capable de faire ce que la personne qui est devant lui dans la hiérarchie est capable de faire. Bah justement, Franchement, tu prônes vraiment le collectif et comme Hervé Renard. mm, Mais je vais quand même te demander mm. il y a un ou deux joueurs qui sortent un peu du lot, qui peuvent mener cette équipe à potentiellement sortir de la phase de poule. Est-ce que tu as t'as des joueurs Mm. à nous présenter? Bah, premièrement, Salam Al-Dosri dont je viens de parler. Franchement, un joueur très fun à avoir joué. Il est bon techniquement, percutant, créatif. Il n'a pas peur de tenter sa chance. Il repique beaucoup dans l'axe. Il est à l'aise avec les deux pieds, bon physiquement. Franchement, c'est l'un des atouts principaux.
Ensuite, je dirais Yasser Al-Sharani aussi, qui joue aussi à Al-Hilal, très impliqué dans la construction initiale de l'action. Il n'a pas peur du ballon, il le porte avec lui. Et franchement, quand on regarde cette sélection saoudienne, on voit qu'il y a un noyau dur où les joueurs titulaires sont des joueurs d'Al Hilal principalement. Par exemple, même Mohamed Kano, qui joue à Al Hilal, lui, je dirais, c'est la valeur sûre d'Hervé Renard. C'est pas son favori, mais il compte vraiment sur lui. Il joue pratiquement tous les matchs. Il est très grand, il fait 1,92 m. Il apporte vraiment un vrai plus offensivement. Et son vrai point fort dans un poste comme le milieu de terrain qui est vraiment important, c'est ses prises de décision. C'est un peu le chef d'orchestre. C'est lui qui dicte le bloc offensif. Défensivement, il est capable de récupérer de bons ballons. Mais c'est surtout ses décisions qui sont vraiment à mettre en valeur. Par contre, le petit problème avec lui, c'est qu'il y a eu pas mal de problèmes avec son contrat avec Al Hilal. Donc, il a pratiquement pas joué de la saison. Les seuls matchs qu'il a fait sont avec la sélection dans le cadre des matchs amicaux. Ils en ont 6 quand même. Donc, c'est vraiment pas mal pour Hervé Renard de voir comment corriger le tir. Mais rien que le fait qu'Hervé Renard l'ait quand même pris dans ces conditions-là montre bien à quel point il est important pour cette sélection. Moi, justement, on va pouvoir parler des objectifs qu'on peut avoir pour cette sélection. Mm. Comment est-ce que le pays perçoit la Coupe du Monde? Évidemment, tu as parlé de l'échec un peu de 2018. Est-ce qu'il y a un objectif déjà de Mm. mieux figurer à cette Coupe du Monde? Et puis, est-ce qu'il y a une attente particulière des supporters? Bah, bien figurer, c'est sûr, c'est un des objectifs. Mais je sais pas si tu es tombé sur ça, mais le roi d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, les a accueillis et leur dit clairement ne stressez pas, ne vous mettez pas la pression, concentrez-vous, profitez des 3 matchs. Et moi, j'ai vraiment pas aimé ça parce que ça montre quelque part un manque d'ambition. Parce que quand je regarde le groupe, Argentine, Mexique et rappelle-moi, je Pologne? crois que c'est la Pologne, si je me trompe pas. Je pense qu'il y a un coup à jouer, même si ça va être compliqué. Et quand on voit que l'Argentine-Arabie Saoudite sera l'un des matchs qui sera le plus vu dans les phases de groupe, notamment parce qu'il y a Messi, je pense que montrer une prestation correcte qui mettra en difficulté les Argentins pourrait faire dire aux gens ah ouais, quand on regarde l'Arabie Saoudite, ça joue vraiment au football. Donc paradoxalement, c'est un bon tirage pour eux, je dirais, puisqu'ils ont une vitrine, ils ont un moyen de montrer tout, tout le travail qu'ils ont effectué depuis l'arrivée d'Hervé Renard. Et en ce qui concerne les attentes des fans, je pense que les fans, ils sont lucides par rapport à ça, par rapport au fait qu'avec l'Argentine, ça va être très 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 compliqué. Contre la Mexique, il y a un coup à jouer. Contre la Pologne, pareil. La qualification sera clairement du bonus, mais ce qu'ils ont envie de voir surtout, c'est de voir du bon football, de montrer au monde entier qu'en Arabie Saoudite, on sait jouer au football, on sait montrer des choses, et que dans les prochaines compétitions internationales, ce sera quelque chose d'intéressant à voir. Parce que là, je vais juste terminer sur ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs saoudiens qui partent en Europe. Et pourtant, à mon avis, il y en a certains qui pourraient le faire, comme Mohamed Kano notamment, ou Salem Al-Dossili. Mais quand tu regardes le cadre dans lequel ils ont un bon salaire, ils sont assurés d'avoir une place en sélection, ils sont dans un pays musulman, donc partir en Europe où c'est pas du tout la même chose, tu vois, ça pourrait créer une fracture. Serait prendre beaucoup de risques pour rien en fait. Et quand on est aussi bien installé dans son propre pays, ils voudront pas bouger. Et le seul moyen pour eux d'avoir une vitrine pour montrer leur football, c'est par les compétitions internationales. Et je pense que pour cette Coupe du Monde 2022, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de montrer quelque chose. Ah bah justement, c'est l'occasion de se montrer, surtout que c'est une Coupe du Monde au Moyen-Orient, chez les voisins Mm, qataris. Euh, mm, Évidemment, on a beaucoup comparé les deux nations en termes de société, et qui a évidemment des similarités, mais évidemment également des différences. mm. Comment est-ce que l'Arabie Saoudite voit les reproches du monde, entre guillemets, occidental, et que ce soit européen ou même aux États-Unis, etc., toutes les critiques qu'on peut faire sur les enjeux sociaux et environnementaux? Est-ce que c'est un sujet de discussion en Arabie Saoudite? C'est pas vraiment un sujet de discussion là-bas en fait. Dans le sens où par exemple, le Qatar, c'est surtout par rapport aux travailleurs. Il y a beaucoup de scandales là-bas, travailleurs qui sont morts là-bas, la construction du stade, et même par exemple les enjeux écologiques. Je sais pas si tu as vu, où
où on parle de les ventilateurs géants là, qui sont installés dans les stades, etc., où c'est pas vraiment top pour ça. L'Arabie Saoudite, c'est un pays du Moyen-Orient, tout comme le Qatar, et forcément pas vraiment, enfin, je sais pas si c'est par élan de solidarité ou quoi, mais on reste plutôt silencieux par rapport à ça. Et bah, c'est surtout les pays européens qui vont venir porter ces problématiques-là. Mais c'est sûr que parmi tous les pays, l'Arabie Saoudite va pas être celui qui va parler par rapport à ça. Et honnêtement, ils sont pas irréprochables non plus quand on voit d'autres affaires à côté. Donc, tu vois, ce serait un peu se tirer une balle dans le pied. Ouais, je comprends tout à fait, et c'est à peu près Mm. ce qu'on aurait pu imaginer. On va finir juste sur la culture foot au pays. C'est une des critiques Mm. qu'on a pu faire sur le choix du Qatar notamment. Est-ce que tu parles justement des clubs qui sont très titrés en Ligue des champions asiatiques? Est-ce qu'il y a une vraie culture foot Mm. en Arabie Saoudite? Bah, il y a une culture foot qui grandit énormément. Et ça, je pense que les personnes qui disent qu'il n'y a pas vraiment de culture foot en Arabie Saoudite, ils regardent pas assez l'évolution. Parce qu'il y a pas si longtemps que ça, la Saudi Pro League, c'était limite du niveau amateur. Et c'est, je sais plus en quelle année, faudrait retrouver ça, où on a autorisé les joueurs européens à venir. Par exemple, c'est passé par Roberto Rivellino qui est venu jouer à Al Hilal. Par la suite, ça a démocratisé ça et on voit des joueurs qui sont bien en place en Saudi Pro League comme Ever Banega, Al-Shabaab, Gomis qui était à Al Hilal mais qui est parti à Galatasaray si je ne me trompe pas. Euh, la qualité des infrastructures aussi, la manière dont ils s'entraînent. Récemment, Al Nasri a ouvert ses portes à Coach's Voice où on peut voir un entraînement d'Al Nasri. Et d'ailleurs, c'est Rudy Garcia qui entraîne là-bas. Quand tu regardes les infrastructures de là-bas, les manières dont l'entraînement est structuré, tu peux voir que on essaye vraiment de trouver enfin, un niveau européen, quoi. On essaye vraiment de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Et aussi les stades. Il y a quelques années, les stades, c'était pas ça. Maintenant, il y a une vraie. Enfin, l'Arabie Saoudite a pris conscience pardon, que le football, ça peut être une très belle fenêtre internationale. Et pour le projet 2030, si je ne me trompe pas, de Mohamed Ben Salman, il mise également bah, sur le football justement pour avoir une meilleure image, une meilleure fenêtre au sein bah, de la FIFA, au sein du monde entier, que ce soit par rapport au niveau ou par rapport à la manière dont on perçoit le football là-bas. Et il y a une vraie culture foot qui est en train de s'installer. L'Arabie Saoudite est en train de faire les choses pour que ça s'installe, pour faire en sorte que ce soit quelque part légitime, parce que ils ont un peu quelque chose à prouver, si j'ai envie de dire, par rapport aux pays européens, par rapport au football. Et encore une fois, le fait de pouvoir affronter l'Argentine dès le début en Coupe du Monde 2022 ce sera une très bonne fenêtre pour montrer, regardez, l'Arabie Saoudite, on n'est pas venu en touriste, on sait faire des choses, venez voir notre foot, venez voir notre pays, venez de voir comment le foot est. Franchement, réussir à se qualifier pour la suite pourrait peut-être encourager Mohamed Ben Salman à investir encore plus dans le football et investir encore plus dans la formation au lieu de faire des clubs comme Al Ali qui vont engager pratiquement que des joueurs européens. Et par exemple, avec le cas Paulinho, où le joueur vient juste d'arriver, on lui donne le brassard de capitaine. Quel genre de message tu veux faire passer aux joueurs saoudiens qui sont dans l'équipe, quoi. C'est un peu dommage. Donc, la culture foot, elle évolue, elle augmente. Et avec cette Coupe du Monde, je pense qu'elle augmentera encore plus si l'Arabie Saoudite fait une bonne prestation. Ouais, je comprends tout à fait. C'est tout ce que on souhaite à l'Arabie Saoudite, c'est un peu de réussite. Et puis, Mm, comme tu dis, ce sera une belle vitrine, notamment au pays. Merci Abdoulaye de nous avoir mm. rejoints aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne Coupe du Monde, quel que soit le pays Merci, que tu merci à suivras. vous. Ok, super. Bah écoute, je vais pas te faire réagir 3 heures sur l'Arabie Saoudite. On est juste curieux en fait de voir ce que cette équipe va donner et si elle arrive à créer la surprise dans son groupe, parce que c'est un groupe qui est aussi composé du Mexique. Le Mexique qui est toujours une sélection ultra séduisante. C'est de toute façon j'allais dire Amérique latine, mais c'est pas l'Amérique latine, mais
ils ont un peu ce profil latin. Et c'est vrai que c'est des joueurs, ça fait partie des équipes où les joueurs, dès qu'ils enfilent le maillot, un peu comme le Chili, ils se transcendent tout le temps, quoi. Oui, clairement, c'est une des grosses nations en termes de pression médiatique et même au niveau des supporters, hein. Tu vois déjà pourquoi est-ce que Gignac est resté aussi longtemps au Mexique. Voilà, c'est la ferveur populaire. Donc il y a toujours un gros, un gros groupe de supporters en tout cas qui se déplacent en masse. On se souvient des Mexicains en Russie notamment. Donc l'équipe de Erwin Lozano va pouvoir faire quelque chose de plutôt sympa. Et c'est Zach du coup qui allait rencontrer un spécialiste mexicain. Ouais, et pour ce faire, il a rencontré Clément Diego Bernet, qui tient la page Twitter Football Mexicano France avec son frère, et on l'écoute tout de suite. Salut Clément, tu vas bien? Salut, hein, ça va, merci et toi? Bah super, merci d'être venu pour nous parler de la sélection mexicaine. Une sélection que tu connais bien parce que tu tiens avec ton frère le compte Twitter Football Mexicano, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, et je suis franco-mexicain de par ma mère, donc voilà, ouais, je m'intéresse au foot mexicain et du coup à la sélection. Ok, super. Bah alors, moi je vais te poser quelques petites questions sur la sélection. Pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire la dynamique qu'il y a dans la sélection depuis la dernière Coupe du Monde? Bah alors du coup, la dynamique du Mexique, elle est pas forcément très positive. Je dirais même qu'elle est négative parce que bah après la Coupe du Monde 2018, qui a été relativement un échec pour le Mexique parce que après un gros démarrage avec la victoire contre l'Allemagne, on s'est un peu sabordé en perdant contre la Suède et après on s'est fait sortir en huitième de finale. Et après, donc, il y a eu un changement de sélectionneur. Le sélectionneur actuel, qui est Tata Martino, notamment ancien coach du Barça et d'Atlanta, il est arrivé en 2019. Et au début, ça se passait bien. Il a remporté la Gold Cup en finale face aux États-Unis en 2019. Mais ensuite, à partir de 2020, il y a eu plus de complications. Et ça s'est ressenti. Enfin, dans le jeu, il n'y avait pas vraiment d'idées de jeu vraiment concrètes et c'était assez difficile. Et on l'a vu lors des éliminatoires, on a réussi à se qualifier, mais c'était assez laborieux. On gagnait à chaque fois sur des petits scores contre des équipes plutôt faibles comme le Salvador ou le Panama. Et on a perdu contre les États-Unis et contre le Canada. On a perdu 3 fois contre les États-Unis en finale de Ligue des Nations, en finale de Gold Cup et lors des éliminatoires. Ça faisait des années que c'était pas arrivé. Donc, malgré la qualification et malgré au final, je crois qu'il a quand même un bilan positif. Il a plus de victoires que de défaites. Le sélectionneur, il est assez décrié. Et du coup, ce qui fait que au Mexique, enfin, c'est pas, la confiance règne pas, on va dire. OK. Et donc, bah, avec ce contexte un peu, compliqué là pour le Mexique, ça serait quoi, une compétition réussie? Ben, en fait, ce qui serait l'idéal, ce serait vraiment les quarts de finale. Parce qu'en fait, le Mexique, depuis 1994, on réussit toujours à passer la phase de poule. Mais depuis 1994, à chaque fois, on s'est fait éliminer en huitième de finale. Et il y a eu de nombreuses défaites, on va dire, enfin, douloureuses parce qu'on avait les capacités pour aller plus loin. Je pense notamment en 2014 contre les Pays-Bas où on mène 1-0 et on se prend 2 buts dans le temps additionnel. Pareil, en 2006, on perd contre l'Argentine en prolongation avec un but venu d'ailleurs de Maxi Rodriguez. En 2002, on perd face à l'ennemi juré américain. Donc en fait, au Mexique, c'est un peu une sorte de malédiction. En fait, il parle de la malédiction du quinto partido, donc le cinquième match, donc, qui est donc le quart de finale. Et en fait, bah, ce qui est attendu au Mexique depuis des années, c'est enfin de passer ce cap des huitièmes de finale et d'arriver en quart de finale, parce qu'on a le Mexique y a accédé 2 fois, les 2 fois où ils ont organisé la Coupe du Monde, donc en 70 et en 86. Mais depuis, ils ont toujours échoué en huitième de finale. Donc l'idéal, ce serait évidemment d'atteindre l'écart. Après, au vu des performances en éliminatoire et même du groupe, donc qui est composé de l'Argentine, ouais, c'est Argentine, Pologne, Arabie Saoudite. C'est déjà en fait passer les poules, ça serait déjà bien parce que
on est capable de pas passer les poules. Mais ce qui est attendu au Mexique, c'est les quarts de finale. En fait, tout autre résultat que les quarts de finale, il serait considéré pour beaucoup comme un échec. Tu m'as parlé un peu du coach Geraldo Martino juste avant. Est-ce que tu peux donc tu m'as dit qu'il était assez décrié, mais est-ce que tu peux me dire s'il a quelques préceptes de jeu qui se ressentent sur le terrain? Bah, il a quand même toujours voulu mettre en place un jeu de possession, de la construction, etc. Parce que bah, déjà, le Mexique, quand même, on possède quand même un effectif avec beaucoup de joueurs à l'aise techniquement. Et on a cette capacité-là que d'autres équipes dans la zone Amérique du Nord, bah, notamment les petites équipes comme le Nicaragua ou le Salvador, n'ont pas. Donc il a tenté de mettre en place cette philosophie de jeu-là. Mais finalement, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de difficultés parce que bah, il fait aussi un des autres problèmes, c'est en fait la blessure de Raúl Jiménez. Parce qu'en fait, bah, comme je te dis, à son arrivée en 2019 et début 2020, l'équipe elle tournait bien parce que bah, du coup il y avait un jeu, il arrivait bien à mettre en place un jeu de possession, un jeu bien construit. Et Raúl Jiménez il décrochait beaucoup et il participait au jeu, il faisait participer les ailiers, donc Lozano et Corona, qui rentraient pas mal dans l'axe. C'était un peu ça le système de jeu. Ça écartait beaucoup, soit sur les latéraux qui sont des latéraux très offensifs ou sur les ailiers. Et, euh, et en fait, à la suite de la blessure de Raúl Jiménez, il s'était fait une grave blessure contre Arsenal à la suite d'un coup de tête avec David Luiz. Il avait failli même ne pas rejouer au football. Et du coup, pendant son absence, ben, vu qu'il était un peu le point d'ancrage de l'équipe, Tata Martino a eu beaucoup de mal à substituer à substituer Raúl Jiménez. Il a tenté par exemple de jouer avec Lozano en pointe, mais c'est pas du tout le même profil, donc forcément c'était pas la même philosophie de jeu qui était appliquée. Et ensuite, depuis son retour de blessure, on voit que Jiménez c'est plus du tout le même joueur. Et malheureusement du coup, bah, c'est le jeu de l'équipe qui est entaché. Et en plus, il n'a pas une condition physique régulière, donc il se blesse régulièrement. Et d'ailleurs, il est toujours incertain pour la Coupe du Monde. La liste, elle va être annoncée lundi, mais on sait pas du tout s'il sera pris ou pas. OK, parce que là, si j'ai bien compris, c'est une liste de 31 qui va être réduite? En fait, voilà, pour l'instant, il a annoncé une liste de 31. Et en fait, lundi, donc le 14, il va annoncer la liste définitive de 26 joueurs. Et c'est là que vraiment il y aura le groupe final, quoi. OK. Et juste pour revenir, rapidement sur, Tata Martino, du coup, est-ce qu'il reste, soutenu au pays malgré les quelques contre-performances? Honnêtement, s'il y a des gens qui le soutiennent, ils sont très peu parce que honnêtement, il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux de la sélection mexicaine et tous les commentaires, c'est des insultes ou des critiques envers Tata Martino. Donc, honnêtement, il a énormément de détracteurs. OK. OK, donc un contexte un peu, compliqué pour lui pour commencer la compétition. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors au niveau de l'effectif, donc tu me parlais de Jiménez, qui est blessé. Est-ce que tu peux me parler rapidement d'abord, des tauliers de l'équipe? Ceux qui vont porter sûrement la sélection pendant la compète et aussi, les potentielles surprises, qu'il peut y avoir, dans cet effectif? Bah déjà pour commencer, il y a je pense que c'est le joueur mexicain le plus connu en France, c'est Memo Ochoa. Il est là depuis, bah, ça va être sa 5e Coupe du Monde, même si en Et qui 2006 et en répond présent à 2010, chaque fois? il était remplaçant et il répond présent à chaque fois. Et même pendant les éliminatoires, il a énormément répondu présent. Il nous a sauvé un bon nombre de fois et il est toujours performant en club. Il est retourné maintenant depuis 2 saisons au Club América, donc le club le plus titré du Mexique, c'est son club formateur. Donc lui, ça va vraiment être le taulier, bah, ce sera le capitaine, c'est le joueur le plus expérimenté et c'est sûr qu'il va nous aider et qu'il va faire la différence parce que défensivement, c'est un peu faible. On n'a pas de réel taulier. C'est presque que des joueurs qui jouent dans le championnat mexicain. On a par exemple Hector Moreno, qui a passé pas mal d'années en Europe, au PSV notamment, mais il est un peu vieillissant.
Donc, il sera probablement titulaire axe gauche. Et donc, ce sera le principal taulier de la défense, on va dire. Mais c'est pas un joueur qui est du niveau, par exemple, d'un Lewandowski pour la Pologne, mais même à l'échelle du Mexique. On peut citer les joueurs qui jouent en Europe. Par exemple, Edson Alvarez, je pense qu'actuellement, c'est le joueur mexicain qui est le plus en vue en Europe. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est à l'Ajax et c'est devenu une pièce maîtresse de l'équipe. Il est titulaire indiscutable devant la défense. Il a un peu plus de mal en vrai avec la sélection, mais lui, ce sera clairement le taulier au milieu. Et s'il réalise une bonne Coupe du Monde, il ira sans aucun doute dans un top club. Il a failli signer cet été en fin de mercato à Chelsea. Et donc, je pense qu'avec la Coupe du Monde, ça peut l'aider à aller de l'avant. Et après, honnêtement, il y a pas énormément de réel taulier. Il y a d'autres joueurs d'expérience et surtout au milieu, il y a par exemple Andrés Guardado. Lui aussi, il va disputer sa 5e Coupe du Monde. Il est encore en Europe au Betis. Il a moins un statut il a un statut de remplaçant. Mais en ce début de saison, il a fait quand même pas mal d'entrées et il a quand même du rythme. Donc il aura du temps de jeu. Il sera peut-être même titulaire sur certains matchs. C'est à voir selon le contexte de la compétition. Et pareil, Hector Herrera, qui est parti en MLS cet été, mais qui a passé beaucoup d'années à Porto et aussi à l'Atlético Madrid. Donc c'est quand même des joueurs d'expérience c'est les cadres de l'équipe. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là. Et ce seront eux qui seront les éléments les plus importants, déjà dans le vestiaire et même peut-être sur le terrain en fonction des choix de Tata Martino. Et après, non, et aussi je l'oublie, mais Chucky Lozano, qui est du côté de Naples, lui aussi, en attaque, ce sera l'élément le plus important. Lui, pareil, en 2018, il avait fait forte impression en marquant le but de la victoire contre l'Allemagne. Et ce sera l'atout offensif. Mais du coup, pour ce qui est un peu des surprises, je peux t'en citer deux. D'abord, celui qui sera sûrement titulaire sur l'aile gauche de l'attaque. Parce qu'en fait, il faut savoir que habituellement, le trio offensif du Mexique, c'est donc Irving Lozano côté gauche, Jesus Corona qui joue à Séville côté droit, sauf qu'il s'est fait une grave blessure et il a déclaré forfait, donc il sera pas présent pour cette Coupe du Monde. Et en pointe, c'est Raúl Jiménez, sauf que lui aussi est incertain. Et donc en fait, le joueur qui sera très probablement titulaire sur l'aile gauche, c'est Alexis Vega. Donc en fait, c'est un joueur qui joue dans le championnat mexicain, au Chivas de Guadalajara, donc le club qui a formé Chicharito notamment. Et donc lui, c'est l'une des stars du championnat mexicain. Il a déjà été suivi par plusieurs clubs européens. Il a notamment participé au JO 2021 du coup. Il a marqué contre la France d'ailleurs. Et c'est vraiment un joueur, moi j'aime bien, je le qualifie de joueur frisson. C'est-à-dire que c'est un joueur offensif, mais c'est un peu un électron libre. C'est-à-dire que bon, sur le papier, il est placé souvent côté gauche, mais en fait, il rentre beaucoup dans le cœur du jeu, en dessous de l'attaquant. Et c'est vraiment un joueur qui provoque, que ce soit par le dribble, par la passe ou par la frappe. Et pendant les éliminatoires, il a beaucoup été décisif pour le Mexique. Donc lui, je pense que ce sera la surprise parce qu'il est méconnu en Europe, alors qu'il sera très probablement titulaire et il sera sans aucun doute un élément essentiel de l'équipe. Et après aussi, je peux mentionner Luis Chavez, donc c'est un autre joueur qui joue au Mexique du coup, qui vient d'être sacré champion avec son club de Pachuca. Et lui, pareil, il est suivi par plusieurs clubs européens. J'avais vu que Porto le suivait notamment. Et donc c'est un milieu gaucher qu'on peut qualifier de box to box. C'est-à-dire qu'il est aussi bon dans la récupération que dans la relance et même il se projette pas mal vers l'avant et il finit parfois même les actions. Et lui, pareil, il aura beaucoup de temps de jeu au milieu. Après, il y a quand même une forte concurrence au milieu, mais je pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu et j'ai vu pas mal de médias dire qu'il serait titulaire contre la Pologne. Donc voilà, pour ce qui est des surprises, c'est un peu les joueurs méconnus en Europe
qui jouent uniquement au Mexique, mais qui auront sûrement du temps de jeu et donc qui se révéleront peut-être aux yeux du grand public. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de la sélection. Et donc, bah, on a hâte de voir un peu ce que ça va donner avec notamment ce Mexique-Pologne d'entrée qui sera capital. Donc merci beaucoup Clément pour toutes ces infos. Ok, bah hâte de voir cette sélection mexicaine avec notamment le génial Lozano qui s'épanouit enfin à Naples. Est-ce que c'est une équipe que tu vas regarder plus attentivement que les autres, Tom? Bah, écoute, c'est après un mondial 2018 plutôt intéressant, hein. On se souvient notamment du match un peu fou contre l'Allemagne. Donc, c'est toujours une équipe pleine de surprises, qui a toujours des petits jeunes plutôt sympathiques. Et puis, on va avoir hâte de suivre ça. Et la dernière sélection, par contre, qui a un peu plus de mal en 2018 et qui arrive avec encore moins de certitude cette fois-ci, c'est la Pologne. Tu es allé rencontrer un spécialiste polonais, c'est ça, Alex? Ouais, tout à fait. J'ai échangé avec Mathieu, qui est un gars super sympa, qui a une page sur le football polonais et qui est pas, vous allez voir, pas très optimiste après les déconvenus de 2018. Il espère surtout que la Pologne montrera un beau visage. Salut Mathieu, très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette preview sur la Pologne. La Pologne qui est tombée dans un groupe pas facile avec l'Arabie Saoudite, l'Argentine et le Mexique. Ma première question, c'est comment tu sens cette équipe vis-à-vis de ce groupe, sans entrer trop dans les détails de l'effectif, mais à quoi tu t'attends? Parce que bon, on se dit Argentine facile leader, et encore ça reste à prouver. Et derrière, grosse bataille avec le Mexique, non? Ouais, bah, premièrement, enchanté, hein, Alexandre, et merci de nous accueillir pour qu'on parle un peu de la Pologne, parce que c'est pas forcément la sélection qu'on connaît le plus, et qu'il y a des petites choses à dire quand même. Et effectivement, le groupe pour la Coupe du Monde avec le Mexique, l'Argentine et l'Arabie Saoudite, sur le papier, quand le tirage a été fait, c'était pas le groupe le plus difficile sur lequel pouvait tomber la Pologne, hein. Pour autant, comme tu l'as dit, l'Argentine va rester est favori du groupe. Ça va être compliqué d'aller les chercher. Derrière, le Mexique fait preuve une sorte d'épouvantail. Et dans le groupe, qu'est-ce que la Pologne pourra faire contre le Mexique? Parce que c'est ça certainement qui fera et où se jouera la deuxième place. Et l'Arabie Saoudite, bon, sait-on jamais, hein, mais l'Arabie Saoudite qui semble plutôt beaucoup plus à portée de la Pologne. Après, avec tout le passif qu'on peut avoir de la Pologne depuis l'Euro 2016, on ne s'attend pas non plus à avoir un grand jeu, etc. On n'a pas beaucoup comment on pourrait dire, beaucoup De certitude. de certitude Ben, exactement. c'est ça en fait, la Pologne, c'est une équipe qu'on a souvent attendue avec des joueurs hyper intéressants. Mhm. On va les détailler tout à l'heure. Et pourtant, on est souvent un peu déçu, quoi. On se dit, ah, je pensais qu'il, par exemple, le dernier Euro, on s'attendait à ce qu'ils, quand même, ils arrivent à sortir des poules et ils y sont pas parvenus. Oui, non, mais le dernier Euro, et encore pour moi, c'est pas forcément l'une des plus grosses déceptions. Le dernier Euro, c'était peut-être la Coupe du Monde 2018 en Russie, où on avait aussi un groupe abordable, hein, de mémoire, avec la Colombie, le Japon et Colombie, Japon et Sénégal, il me semble. Mhm. Donc, sur le papier, qui était un groupe plutôt homogène, et où on a fini par une victoire un peu à la Pyrrhus face au Japon, mais qui avait finalement aucune valeur. Et où on avait un vrai effectif, où on avait des joueurs en pleine bourre, etc. On est arrivé avec beaucoup de certitude, pour le coup, en 2018, parce qu'on avait fait des éliminatoires vraiment de très bonne qualité. Et il s'est rien passé. On a été éliminé dès le premier tour. Et ça a été la même chose après avec l'Euro. C'est pour ça que cette fois-ci, comme tu le disais, pour moi, on est dans le flou complet. Et en plus, je pense que c'était peut-être une de tes questions que tu vas avoir après, par rapport aux derniers résultats de la sélection en plus avec le nouveau sélectionneur. C'est exactement ce que j'allais te dire. Alors, je te laisserai prononcer son nom. Je sais juste qu'il est arrivé en janvier 2022, qui a pas un background de ouf. Il était avec les U21 de la Pologne, après au Legia Varsovie. Il a été footballeur avant, il n'a pas quitté le pays. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nomination? Parce que de l'extérieur, on peut se dire, bon, c'est un mec qui connaît que la Pologne, c'est pas forcément
gage d'extrême qualité. Pardon si c'est Oui, non, 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 pas. mais t'as tout à fait raison. Enfin, personne connaît Mirniewicz à part des gens en Pologne, hein, faut pas se mentir. Donc, c'est normal. Alors, il faut remettre dans le contexte comment il arrive. Il arrive parce que Paulo Sousa claque la porte de la sélection avant les barrages. On aurait dû affronter la Russie, et finalement, victoire sur tapis vert et après affronter la Suède. On a remporté notre place pour la Coupe du Monde en battant la Suède. Mais Paulo Sousa donc claque la porte de la sélection pour partir à Flamengo. Et donc, il n'y a pas beaucoup de choix hein, à ce moment précis. Deux choix principaux, Mirniewicz, donc, qui avait déjà été entraîneur des U21, donc qui connaît un peu les arcanes de la fédération, qui connaît un peu comment ça se passe aussi en coulisses, et qui a déjà des groupes de joueurs avec qui il a déjà travaillé avec les U21 qui sont maintenant présents dans la sélection. Ou un retour de Adam Nawałka, qui avait emmené la Pologne en 2016 en quart de finale, battu par le Portugal, comme on s'en souvient. Et après, à la Coupe du Monde 2018, pardon, où ça a été un fiasco. Donc voilà, c'était les deux choix, d'avoir un sélectionneur polonais pour essayer, déjà, premièrement, mais même pas d'aller déjà à la Coupe du Monde, mais d'essayer de faire la mission. Ok, on reprend le flambeau de Sousa avec une équipe où on n'a pas non plus énormément de certitude, et il faut battre, en principe, la Russie, puis après aller en finale, et c'était donc contre la Suède, pour pouvoir se qualifier. Donc c'était ça. Donc le choix de Mirniewicz est plutôt un choix, pas par défaut, mais un choix logique au point de vue de ce que tu avais sous la main à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus 36 000 possibilités. Et pas de volonté de faire appel à un coach étranger, l'expérience Sousa un peu. Ouais, justement, l'expérience Sousa, je pense que l'expérience Sousa a refroidi un peu les choses. C'était le premier entraîneur étranger depuis très longtemps, parce que sous la présidence de Boniek, lui ne voulait pas d'avoir de sélectionneur étranger. Donc on avait eu beaucoup de sélectionneurs polonais, pas forcément les meilleurs par la suite d'ailleurs, après Nawałka. Mais donc là, c'était vraiment d'essayer de créer un esprit de cohésion, de groupe, de connaissance un peu du football aussi polonais, donc d'avoir un Polonais à la tête de la sélection pour pouvoir réussir cette mission un peu commando et réussir à aller à la Coupe du Monde. Je te propose de du coup passer sur la liste parce que si on connaît pas trop le coach, par contre, il y a une formation qui est quand même assez excitante avec 3 attaquants de fou, Milik, Piatek et Lewandowski. Est-ce que tu pourrais nous faire un peu l'ossature, une sorte de colonne vertébrale de l'équipe type qui sera au mondial? Donc, justement, ce qui est intéressant avec la Pologne, c'est qu'on a une vraie colonne vertébrale qui a toujours été présente depuis tout le temps, malgré les tempêtes, etc. Donc, au poste de gardien, je l'appellerais plutôt la colonne des trentenaires, voilà, ou des sénateurs, si on veut, avec au poste de gardien Szczęsny, voilà, qui, comme tout le monde le sait, jouait à la Juventus. Après, Kamil Glik, en défense centrale. Donc Glik qui a joué à Monaco, donc qui joue maintenant à Benevento en Série B. Ouais. Donc voilà. Après au milieu, Krychowiak en milieu défensif, qui joue maintenant en Arabie Saoudite à Al-Shabab. Et pour le football et le plaisir du football, bien sûr. Et en attaquant, le capitaine, bien sûr, Robert Lewandowski. Donc on a une vraie colonne vertébrale, des joueurs qui se connaissent depuis très très longtemps et qui font même partie, si on prend Szczęsny, Lewandowski et Krychowiak, c'est vraiment des vrais potes. Hein. C'est les trois, c'est le trio dans le groupe. Et c'est aussi cette colonne vertébrale qui va décider avec l'entraîneur de choix tactiques. Ça, c'est important de le prendre en compte, c'est-à-dire que dans la sélection polonaise, bien sûr, le coach prend des décisions, mais il va toujours, et ça a toujours été le cas de Nawałka, même de Sousa et maintenant de Mirniewicz, va toujours aller voir ce groupe de 3 joueurs qui représentent un peu l'esprit, on va dire, et la colonne vertébrale de cette équipe sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est marrant parce que tu as cité, tu vois, si on regarde un peu la liste en détail et qu'on regarde la défense et le milieu de terrain, c'est vrai que tu as quand même l'impression qu'il y a un petit déséquilibre par rapport à ce qui est proposé en attaque et au poste de gardien. Encore que au milieu, tu as des mecs qui ont quand même vachement progressé. Un gars comme Frankowski qui joue à Lens, ou Grosicki qu'on connaît, et puis surtout Zelinski qui est à Naples. Elle a du potentiel, cette équipe quand même. Offensivement, sur le papier, quand tu regardes, effectivement, tu prends des mecs comme tu l'as dit, comme Zielinski qui joue au Napoli, même comme Sebastian Szymanski à Feyenoord de Rotterdam qui
qui joue maintenant. Avant, il était en Russie, il faisait des très très bonnes performances, et maintenant il le fait aussi aux Pays-Bas. Même des jeunes comme Jakub Kaminski, des mecs un peu plus âgés mais qui vont mouiller le maillot, comme Grosicki, Frankowski, qui fait depuis 1 an et demi le bonheur à Lens. Plus en attaque, Lewandowski, Milik, Piontek qui avait un peu plus du mal avec la Salernitana maintenant, mais qui revient, ou même un Świderski qui est vraiment intéressant dans un rôle d'attaquant un peu 9,5, etc. Sur le papier, l'attaque et l'offensive est vraiment intéressante. Le problème reste, encore une fois, que c'est du papier, et que tout ce qu'on a sur le papier peut être intéressant, mais pour l'instant, depuis 2016, on n'arrive pas à trouver une sauce, une mayonnaise pour que ça prenne, avec des mecs, même avec des mecs qui ont du ballon, comme un Jelinski qui devrait pouvoir orienter le jeu, etc. C'est très compliqué, il y a vraiment des grosses difficultés là-dessus, et c'est ce qu'on voit dans le jeu de la Pologne de manière générale. C'est une non-constance dans le jeu à cause de ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des joueurs, des révélations en fait, des gars que t'attends sur cette Coupe du Monde et qui tu penses vont un peu surprendre Ouais. le public? Ouais, il y a un joueur, donc j'en avais parlé un tout petit peu, Kivior, en défense centrale, qui est une révélation en Serie A cette saison, du côté de la Spezia, qui est suivi par beaucoup de clubs, que ce soit en Angleterre et que ça soit aussi en Serie A comme le Napoli, comme le Milan, etc. Donc c'est vraiment un joueur qui a une qualité de passe pour un défenseur central polonais, parce que bon, on a souvent l'image défenseur central polonais, Kamil Glik, on met un parpaing pour défendre, pour après avoir défendu, et voilà. Mais Kivior a cette qualité de construction, et intelligent dans son placement, dans la lecture du jeu, etc. Et c'est un joueur, je pense, qu'on va beaucoup certainement voir à la Coupe du Monde, parce que la Pologne va quand même un peu, va pas forcément faire le jeu, mais va devoir plutôt contre-attaquer. Donc on va le voir, et je pense que ça sera un des joueurs importants. Et peut-être deux autres joueurs que je dirais, un Zalewski, je pourrais le citer, Zalewski si on veut, mais je pense que les gens le connaissent peut-être un petit peu plus avec la Roma, mais c'est un joueur sur le côté gauche qui est plutôt très très intéressant, très versatile dans le dribble, etc., qui est un très très beau joueur de ballon. Ok, bah super, ça en fait des joueurs à suivre, Ouais. c'est assez excitant. On va finir là-dessus. Qu'est-ce que tu attends, toi, concrètement, de cette sélection, et comment tu sens l'attente au pays? Est-ce que les gens vont être exigeants et ils pardonneront pas un nouvel échec? Est-ce que, en gros, concrètement, sortir des poules, c'est l'objectif point barre, ou il y aura un peu d'indulgence? Bon, alors, j'ai envie de te dire, premièrement, on en a vu d'autres, hein, Mm. avec ce qui s'est passé depuis l'Euro 2016. Donc, au bout d'un moment, t'es déçu, après, t'acceptes, et puis après, tu fais bon. Mm. Mais là, je dirais, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, parce que, encore une fois, le problème, c'est que cette Pologne, elle te donne toujours envie d'y croire. Tu te dis, voilà, sur le papier, t'as un groupe qui est jouable aussi, t'as une sélection qui est. Tu peux construire un 11 qui tient la route sur le papier aussi. Donc, t'as toujours cet espoir-là, avec la Pologne. Et même au pays, hein, ça sera comme ça, où tu auras ce genre de discours. Après, on est un peu aussi pragmatique, et on sait que, voilà, après les échecs de l'Euro, puis de la Coupe du Monde, et ça sera certainement pas si simple. C'est encore une fois, c'est cette espèce de ligne entre, on sait que ça peut être nul, mais vraiment nul, et un scandale comme d'habitude, mais en même temps, tu as toujours cette espèce d'espérance en te disant, ah, le groupe quand même, on a un groupe, nous, en tant de joueurs, on a un groupe aussi pour la Coupe du Monde qui semble abordable. Tout se jouera pour moi sur le match du Mexique. On va voir sur le match du Mexique comment ça se passe, et c'est là qu'on saura. Si tu perds contre le Mexique, déjà, je pense que la Coupe du Monde, dès le premier match, la Coupe du Monde est finie. Écoute Mathieu, je te remercie infiniment pour toutes ces informations sur la sélection polonaise. C'était un super moment passé avec toi, et puis je conseille à tout le monde de se rendre sur ta page Twitter. Mhm. Déjà parce que donc il s'appelle Footpolak, Polak, et on va tous suivre la Pologne, parce que on sera, bah, je l'espère, pas déçus, hein, mais on est, en fait, quand t'aimes le foot, t'es obligé de t'intéresser et de regarder cette sélection, donc Et en on sera plus, attentif. si la France sort de son groupe en première position, elle rencontrera le deuxième de ce groupe
Ah, elle croise avec la Pologne. Exactement, Ouais, donc elle ok. pourrait croiser la Ouais, Pologne ouais. D'autant par la suite de la plus compétition. intéressant. Donc Ouais. c'est important peut-être de suivre la Pologne si tout se passe bien. Et puis merci à toi. Et pour les gens qui vont suivre la page, voilà, il y aura des pleurs, il y aura des larmes certainement, mais il y aura des moments drôles aussi. Ouais, il y aura des cris de Ah joie ouais, aussi, c'est sûr. espérons, hein, espérons. Mais oui, c'est sûr. Merci Mathieu, à très vite. Salut. Voilà, c'est fini pour ce groupe C. On remercie encore tous nos intervenants et on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur leur contenu parce que c'est vraiment des gens intéressants, passionnés et qui méritent d'aller regarder leur travail. Tom, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais toi un petit prono sur ce groupe? Tiens, je t'ai pas entendu là-dessus pour finir. Eh ben, écoute, franchement, c'est vrai qu'avec le manque de certitude de la Pologne, on les voit mal aller plus loin. Donc, je pense que je vais partir sur un duo américain avec l'Argentine en premier et le Mexique. Il faut savoir quand même que si l'Argentine finit premier et pas la France en deuxième, on pourrait retrouver des Argentins encore en huitième de finale. Donc, ce serait vraiment intéressant, même pour les Français, de suivre ce groupe pour suivre ce que peut faire le grand Léo Messi. Tout à fait. Bah écoute, je suis plutôt, je partage ton analyse, donc on est raccord. Merci beaucoup Tom et pour tout le monde, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Salut!